Jean Rollin, qu'est-ce que vous avez fait de mai 68, 50 ans après? Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous ne voulez pas plutôt poser la question à Jean-Christophe? Alors, Jean-Christophe, voyez, si vous voulez, a épuisé son temps de parole, je ne peux pas lui passer le micro. Où est-ce que vous l'avez rangé? Est-ce que vous l'avez oublié? Non, non, alors là, c'est vrai que attaquer là-dessus, c'est pas facile, parce que Jean Rollin vient de me dire qu'il s'est élevé très tôt pour venir vous rencontrer et que donc il subissait légèrement les effets de la fatigue ici. Je pars pour juste lui laisser le temps de réfléchir à ça. Non, mais même si j'étais en pleine forme, c'est vrai que la question de mai 68, bon, elle est vaste, quoi. Bon, à une époque où les souvenirs de cette époque, justement, étaient plus frais pour moi, plus récents. J'ai écrit un livre, enfin ça ne se fait pas de se citer, mais en l'occurrence, je ne vois pas comment m'en sortir autrement, qui s'appelle l'organisation, où je parlais, mais précisément dans l'organisation où j'évoque cette époque militante, qui pour moi, comme pour un certain nombre d'entre nous, a duré plusieurs années, quand même, pas seulement quelques semaines. J'avais choisi de ne pas parler, de commencer après 68, parce que je pensais au fond n'avoir rien à dire de 68. Enfin, je n'ai rien d'original en tout cas. Après, en plus il se trouve que moi je suis tombé malade à la fin du mois de mai 68, donc c'est le souvenir le plus marquant que j'ai de cette époque, c'est d'avoir été hospitalisé dans des conditions extrêmement acrobatiques, parce qu'on a dû appeler police secours, il fallait quand même éviter que le quart de police secours, qui en l'occurrence bienfaisant, me transportait à l'hôpital, ne soit caillassé ou arrêté par des manifestants, des émeutiers. Bon, bref, donc pour moi, c'est surtout le souvenir de cette maladie que j'ai mis un certain temps à promettre. Après, bon, voilà. Par contre, ça, c'est un événement qu'on n'avait jamais écrit. Donc, on a en quelque sorte l'exclusivité de cet événement. De la maladie? Oui, de la maladie. Mais je vous posais cette question, pas tellement pour avoir ce qu'on pourrait appeler des souvenirs d'anciens combattants, mais de savoir est-ce que l'esprit, l'idée, les idées de 68 ont nourri quelque chose chez vous? Est-ce que ce sont des choses que vous avez reniées? On connaît des grands 68ards qui ont renié complètement cette époque-là, et ça n'est pas une critique parce que je sais qu'un homme peut changer dans sa vie. Est-ce que, vous voyez, ce bouillonnement-là d'idées a été structurant pour vous ou pas du tout? Alors, il a été inévitablement, mais il a été y compris pour les gens qui, effectivement, désormais s'en défendent, ou en tout cas ont pris leur distance avec ça. Maintenant, je veux dire, c'est très délicat. Mais vous savez. C'est quoi mai 68? Alors là, bon, en effet, c'est pas ce que vous sollicitez, ce ne sont pas les souvenirs d'anciens combattants, mais inévitablement, si je me réfère à cette époque, il faut voir ce que j'étais moi à l'époque. Malgré tout, je me sens assez éloigné de ce que j'étais à l'époque. Quand j'étais un militant maoïste, Dieu merci, j'ai cessé de l'être. C'est intéressant de dire j'étais maoïste, Dieu merci, je ne le suis plus. Si vous voulez, c'est quand même, ça indique quand même un changement. Et en même temps, je lisais, je ne sais plus dans quoi d'ailleurs, oui, si je lisais sur, mais à vrai dire sur mon écran, parce que c'est dans le magazine du Monde. Et je boycotte en général le magazine du Monde parce que ce supplément m'énerve avec le fait qu'on soit obligé de l'acheter et de payer plus cher le journal pour avoir des trucs de mode, etc. Ça m'agace. Voilà. Je vois qu'il y a au moins une personne qui est d'accord avec moi dans la salle, donc je n'aurais pas perdu longtemps. Et donc sur mon écran, je voyais un portrait assez long de quelqu'un qui s'appelle Daniel Rondeau, qui est un écrivain, qui est également un ancien militant maoïste, qui a été établi la terminologie de l'époque pendant plusieurs années en usine. Bon, Rondeau s'est éloigné en apparence beaucoup plus que moi du climat ou des idéaux de l'époque, parce qu'il a quand même été ambassadeur, etc., ce qui n'est pas mon cas. Mais il disait assez justement qu'il n'avait aucune espèce de regret et qu'il restait une fois pour toutes un établi. Voilà, bon, c'est une pirouette de s'en sortir comme ça, mais ça m'a assez plu. Je n'aime pas les gens qui effectivement présentent des excuses pour avoir été à l'époque des militants d'extrême gauche. Moi j'estime, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords. J'ai effectivement évolué, et mon point de vue aujourd'hui est assez différent. Mais je pense que, vu mon âge, mon degré d'ignorance, d'enthousiasme,
d'enthousiasme et d'excitation à l'époque. Voilà, c'est à peu près ce que je pouvais faire de mieux. Après, si vous voulez, on termine sur cette question. Et sur les idées, je demande par des idées. Bon, les idées, c'est après coup qu'on a dégagé quelque chose qui serait l'idéologie de mai 68. À l'époque, moi je me souviens très bien qu'à l'époque, les journaux, je veux dire à l'époque même, c'est-à-dire pas dans les années qui ont suivi, mais dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, on présentait comme un des grands inspirateurs du mouvement de mai Herbert Marcuse. Bon, donc du coup, j'ai fait l'effort à cette époque de lire Marcuse, mais je ne savais même pas qui c'était. Donc quand, en mai 68, je ne savais pas qui était Herbert Marcuse. Donc qu'est-ce que c'est que les idées de mai 68 je ne sais pas, c'était beaucoup de choses extrêmement différentes. Moi, je me souviens d'avoir failli m'entretuer avec des anarchistes qui voulaient foutre un drapeau noir sur le toit de la Sorbonne. Je le regrette vivement maintenant, parce que j'ai développé entre-temps un certain degré de sympathie pour les idées anarchistes. Mais donc, c'était quoi mes idées? C'était quoi les leurs? Qu'est-ce que c'est le mélange des deux, ou la chute de l'un et de l'autre dans le vide? C'était ça les idées de 68? Je ne sais pas, parce que c'est un problème compliqué. J'ai d'ailleurs été invité à un colloque en mai 68 sur mai 68, auquel j'ai dit que je ne prendrais pas part. Non pas, c'est pas une dérobade, mais j'estime n'avoir rien d'original et d'intéressant à dire là-dessus. Jean Rollin, cette question, je pense qu'on la retrouvera d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'intéressait, et vous avez en partie répondu à ça, c'est quel être politique, en gros, vous étiez, et quel être politique vous êtes devenu. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un être politique, puisque pour participer à 68 et s'engager, d'une certaine manière, il fallait avoir un certain rapport à la politique. Oui, mais absolument. Et ça, on va le retrouver à travers vos leçons de traquer, je peux dire. Bon, bien sûr, je suis un être politique. Comment pourrait-on ne pas être politique? Mais enfin, je suis un être politique très différent de celui que j'étais à 68. D'abord, un important détail près, j'avais 19 ans en mai 68, j'en ai quand même 68 et bientôt 69 maintenant. C'est pas inévitablement, et puis le monde a changé aussi. Le monde a considérablement changé, la société française a considérablement changé. Alors, le monde a changé. Je crois qu'il est important par rapport à vous et aux écrivains de votre génération de resituer effectivement. Vous arrivez, vous naissez en gros, toute la bande, enfin votre frère Olivier, Pierre Michon, etc., tous ces auteurs qui sont devenus des auteurs importants, vous naissez après-guerre. Vous commencez la période de la guerre d'Algérie, vous arrivez à peu près vers les 20 ans au moment de mai 68. Je trouve que c'est important de resituer ça parce qu'on oublie très vite que vous êtes aussi inscrite dans cette histoire, d'autant plus que vous, votre père, était militaire, si je me souviens bien. Oui, enfin, là aussi un détail important, il était médecin militaire. Pour quiconque connaît les médecins militaires, je ne sais pas comment ils sont aujourd'hui, mais à l'époque, si j'en juge par l'esprit de mon père et de ses copains, c'était quand même assez différent de l'esprit saint-cyrien. Est-ce que les frères Rollin étaient en rébellion contre leur père quand ils étaient enfants? Non, justement pas. Peut-être si mon père avait été un général parachutiste, aurions eu la possibilité de nous rebeller contre lui. Mais il était un ancien médecin militaire, quand même, je le précise, français libre, ce qui n'est pas négligeable. Donc il avait fait la guerre d'abord en tant que médecin et ensuite du bon côté, puisque là, en l'occurrence, on peut quand même parler d'un bon côté. Donc on n'avait absolument aucune raison. Je pense qu'on avait plutôt, en fait, sachant qu'il était extrêmement discret, justement, comme ça a été souvent observé par d'autres, sur ce qu'il avait fait pendant la guerre et qui était justement ce qu'il convenait de faire pour un homme comme lui. Donc je pense qu'au contraire, on aurait voulu faire aussi bien. Enfin, je pense que dans ces conneries qui étaient le thème développé par le groupuscule auquel j'appartenais de la nouvelle résistance, etc., il y avait une espèce de nostalgie de la vraie résistance. Et que, donc en l'occurrence, on n'était pas en révolte, mon frère et moi, contre mon père, on était plutôt dans une tentative un peu ridicule de l'imiter. Et est-ce que votre père a compris? Et d'autant plus, je reviens, vous avez dit, je pense que c'est important pour moi que puisque maintenant, à part, moi je vois qu'il y a des gens dans la salle pour mon âge, mais pour des gens plus jeunes, il est difficile de se rendre compte à quel point des gens nés dans les années 40 naissent, même si c'était à la fin, naissent quand même sous le signe de la Deuxième Guerre mondiale.
J'avais été encore extraordinairement présente, y compris dans le paysage à ce moment-là, elle était évidemment extrêmement présente dans les discussions, les querelles de famille, etc. Et en plus, on enchaîne là très vite, enfin sur Indochine, Algérie, donc la décolonisation. Oui, je ne sais plus où j'en étais, ça c'est la fatigue du train. Et je veux dire par là qu'il était d'autant plus difficile de se révolter contre mon père ou de lui en vouloir, que sur toutes ces questions, il avait un point de vue que je qualifierais de juste. Il n'était pas un porteur de valise, mais il était favorable à l'indépendance de l'Algérie, il était contre la guerre, il était donc. Je ne vois pas très bien sur quoi on aurait pu s'affronter. En plus, c'était un type tout à fait anti-autoritaire, en tout cas dans sa famille. Est-ce qu'il a compris votre engagement? Et oui, bien sûr. Ouais. Très bien. On termine sur il y a peut-être plus tard, d'ailleurs, en tout cas. On termine sur cet épisode, mais il me semble que par rapport à vous, toutes ces précisions sont extrêmement importantes, à la fois l'inscription dans le temps et ce que vous voulez dire de la relation paternelle, parce que on peut avoir des raccourcis un peu rapides sur ces choses-là. Maintenant, je voudrais qu'on se rapproche de vous avant de venir au thème que nous devons aborder, qui est le thème de la ville. Jean Rollin, alors on vous présente, selon la façon dont on peut vous présenter, on pourrait dire que vous êtes un grand voyageur qui est passé au reportage et du reportage qui est passé à la littérature. Et est-ce que c'est dans cet ordre que les choses se sont faites? Est-ce que c'est pas la littérature qui vous a amené au voyage et le voyage au reportage, ou dans un autre ordre? Vous voyez cette combinaison des trois, peut-être que vous ferez intervenir d'autres facteurs. Oui, enfin, je pense que c'est beaucoup plus la littérature, mon goût de la littérature et probablement aussi mon désir d'écrire qui m'ont amené au voyage, et pas l'inverse. Je n'avais pas du tout l'esprit routard. D'une certaine façon, d'ailleurs, je le regrette. Enfin, je ne sais pas, c'était un choix à faire, parce que quand je pense au temps qu'on a quand même, malgré tout, globalement perdu, pour ce qui me concerne, dans des groupuscules gauchistes, peut-être que ça aurait été plus rigolo de faire la route, d'autres de mes camarades, d'aller à Kaboul à l'époque où on pouvait encore y aller sans se faire casser la tête. Je veux dire, j'avais pas du tout Non, ça va avoir peut-être aussi parce que le fait que mon père avait occupé par la suite, n'étant plus militaire, ni même médecin militaire, des postes d'abord dans l'Empire, puis dans les pays décolonisés, et donc on a été amené à voyager beaucoup. Donc j'avais aussi une expérience de l'ailleurs qui peut-être me rendait moins impérieuse la nécessité d'aller me faire voir en Afghanistan, puisqu'on a vécu des années à Dakar, dans une moindre mesure à Kinshasa, etc. Vraiment. Donc cette dimension pour moi était justement liée à la famille, c'était lié à la vie quotidienne. Donc c'était pas particulièrement excitant le voyage. Et d'autre part, j'ai toujours eu, enfin maintenant encore, plus d'intérêt pour la littérature que pour le voyage. Alors, cette question du voyage, j'aurais qu'on y revienne, parce que, alors peut-être que vous allez dire que c'est une légende, mais j'ai l'impression que Jean Rollin a passé quand même l'essentiel de sa vie sur les routes, ou en bateau, ou en avion, ou à naviguer. Vous avez écrit un certain nombre de livres, vous avez écrit une quantité impressionnante de reportages, d'articles, etc. Tout ça motivé effectivement par des déplacements, soit en France, soit dans le monde. Et Jean Rollin, alors, grand voyageur ou pas? Non, mais d'abord, je trouve voilà, comme ça a été maintes fois souligné par un tas de gens, le terme de grand voyageur aujourd'hui ne signifie absolument plus rien. Donc, n'importe qui, tout le monde est un grand voyageur. Jean, tout de suite peut-être, mais 30-40 ans avant, des choses. Oui, non, mais je reviens sur ce qui me motivait, ce qui m'a entraîné à voyager, c'est en effet le désir d'écrire et accessoirement la politique. Bon, mais je crois que vous répondez parfaitement à la question que je vous posais, parce que si vous voulez, derrière cette idée de voyage, on peut dire il fuit quelque chose, etc. Si c'est un désir de littérature, c'est tout à fait autre chose. Et je trouve, vous voyez, on est en train de préciser les termes par rapport à vous et les faits par rapport à vous. Non, mais même par exemple, avant donc les 68, pour en revenir toujours à ce repère, je n'ai voyagé que dans un cadre familial, comme je disais.
après mai 68, sauf erreur de ma part, parce que c'est vrai que tout ça est lointain, mais les premiers voyages que j'ai entrepris à mon compte, si je puis dire, c'était grosso modo au cours de la même année, vraiment dans quelques années d'écart, comme j'ai dit des bêtises. Bon. Enfin, c'était pour l'Irlande du Nord à plusieurs reprises. Et ce qui m'attirait en Irlande du Nord, c'était évidemment pas l'exotisme des paysages concordeux, mais c'était le fait qu'il s'y passait quelque chose que nous interprétions à l'époque faussement, sans doute d'ailleurs comme une révolution. Donc c'est ça qui nous y avait quand j'ai dit nous, c'est quoi, avec les copains, les camarades, non. Par la suite, j'ai été je sais pas, au Portugal après la révolution des œillets, en Guinée-Bissau à la même époque. Enfin, tout ça, c'est pas le désir de voir des singes et des cocotiers. C'est pas le... Et non, mais je tiens quand même à insister là-dessus parce que je n'ai même. Enfin, je me suis toujours senti, même par exemple avec Nicolas Bouvier, qui est une référence absolument inévitable, au fond, je me dis, mais qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? Enfin, je me suis toujours senti tout à fait étranger à cette démarche, dont je prétendais tout à l'heure faussement avoir vaguement le regret. Aller en Afghanistan pour fumer des pétards, non, ça ne disait rien. Et d'ailleurs, dans une époque troublée, j'ai failli être nommé directeur du Centre culturel français de Katmandou, c'est-à-dire pas vraiment sur une sinécure. Et je suis vraiment Katmandou, non, ça va, je suis passé là. Donc voilà, en revanche, oui, l'attirance pour ce que nous prenions à l'époque pour la Révolution, oui, pouvait m'amener à voyager, ou le fait de retrouver quelque chose que je connaissais par la littérature. Même si je ne suis pas d'ailleurs je ne suis pas non plus un adepte du pèlerinage littéraire, en dehors du fait que la France offre suffisamment d'objectifs de ce point de vue. Mais c'est vrai que passer, par exemple, me retrouver tout d'un coup dans le livre de Gabriola, comme ça m'est arrivé, qui est évidemment lié à l'œuvre de Malcolm Lowry, oui, ça me fait quelque chose. Mais enfin, au demeurant, ça n'est pas pour aller sur les traces de Malcolm Lowry que je me suis retrouvé dans le livre de Gabriola. Et ce que je voudrais dire, c'est que donc je n'ai jamais voyagé qu'avec un objectif qui, à la longue, est devenu journalistique, enfin un objectif de reportage. Ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes jamais considéré comme un touriste, quoi. Non, mais sûr, mais ça c'est facile. Comme un dilettante. Oui, donc c'est facile de ne pas se considérer comme un touriste, mais le fait est que c'est pas, ça n'est pas l'attirance pour des sites, pour des monuments, même si j'apprécie beaucoup au passage d'en visiter. Jean, je voudrais qu'on vous parle de littérature, donc la littérature est première. Cette littérature qui est première, c'est d'abord la littérature que vous avez lue. Est-ce que vous pourriez donner comme ça? Parce qu'ensuite, j'aimerais qu'on passe à la langue que vous utilisez pour écrire. Cette littérature que vous lisez, qui vous entraîne comme ça, qui vous pousse à partir, quelle est-elle? Vous voyez quelques lignes, quelques noms, quelques directions? Oui, mais je ne sais pas trop, parce que là aussi, d'abord, comme je crois l'avoir déjà dit assez souvent, je ne fais pas partie des gens qui prétendent avoir appris à lire dans le Tristram Shandy ou dans Don Quichotte, dans des ouvrages aussi relativement difficiles. Moi, j'ai appris à lire en grande partie dans des ouvrages débiles, qui parfois d'ailleurs paraissaient en livraison dans le Chasseur français, parce que ma grand-mère, qui m'a élevé en partie, était abonnée au Chasseur français, je ne sais fiche pas pourquoi, parce qu'elle ne chassait pas, mais enfin elle était abonnée au Chasseur français. Et donc il y avait des trucs qui paraissaient en feuilleton dans le Chasseur français, dont je me suis absolument délecté. Et en règle générale, j'ai lu beaucoup, très jeune, j'ai lu beaucoup de mauvaise littérature, soit liée à la chasse et à la pêche, justement à cause de l'influence néfaste du Chasseur français, et aussi parce que je vivais petit à la campagne, et d'autre part à des souvenirs héroïques, et d'ailleurs tout à fait excessifs sur la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je veux dire excessifs dans le sens où ils faisaient apparaître les Français comme les grands vainqueurs de cette guerre, ce qui n'était pas exactement, chacun sait. Mais je lisais les récits de Klosterman, du commandant Mouchotte, de la vision machin, du sous-marin sur leur couvre. Enfin bon, donc j'ai été un peu imprégné dans ma tout à fait première jeunesse de récits et de guerre et de chasse et de pêche.
Est-ce que vous avez un moment... Et après, non, je veux pas même citer des auteurs plus sérieux. Non, on vient aux auteurs plus sérieux. Ce que je voulais vous demander, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un moment, un livre que vous ouvrez et vous dites, tiens, là c'est autre chose, c'est de la littérature. Oui, je tire à ça parce que je trouve qu'on ne rend pas assez hommage aux mauvais auteurs. Moi je sais qu'un des auteurs qui m'ont donné envie d'écrire, c'est un type qui s'appelle Pierre Klosterman, qui en plus a très mal fini, parce qu'il est devenu vraiment extrêmement réactionnaire, de manière tout à fait excessive, me semble-t-il, à la fin de sa vie. Mais Pierre Klosterman était un des rares héros français de la RAF. Il a écrit un bouquin qui était à l'époque très connu, qui s'appelle Le Grand Cirque. Il a écrit également un livre certainement de peu de qualité littéraire, mais qui humainement, je crois, est pas si mal d'ailleurs, qui s'appelle Appuie-feu sur l'Oued Alaï. Bon, c'est le récit des missions dont il s'est acquitté en tant que pilote pendant la guerre d'Algérie. Eh bien, je serais de mauvaise foi si je ne reconnaissais pas que Appuie-feu sur l'Oued Alaï, et en particulier dans ce qu'il a de plus mélo et de plus déplorable littérairement, c'est-à-dire la mort du héros, dont l'appareil a dû être, lui est arrivé quelque chose. En fait, il est couché, blessé, dans le fond d'un oued à sec tout bonnement. Et donc il sait qu'il ne sortira pas vivant, et il voit passer au-dessus de lui, très haut dans le ciel, comme une petite flèche d'argent, dans la lumière du couchant, le grand avion de ligne à bord duquel sa chérie est hôtesse de l'air. Je trouve ça suffocant. Et je viens de mon désir d'écrire, il procède très très largement, par exemple, de ce chapitre, dont je me souviens encore. Donc il ne faut pas écrire. Voilà. Pour moi, ça se fait. Alors après, je pense à dire parmi les grands auteurs contemporains qui revendiquent ce type de littérature comme première lecture, Annie Ernaux est très bien placé aussi. Il disait des choses comme ça. Oui, mais d'ailleurs, j'ai beaucoup de sympathie pour Annie Ernaux pour le fait que je deux, trois mots. Alors ensuite, vous découvrez la littérature avec qui? Deux, trois mots, deux, trois noms. Mais parce que je voudrais mettre plus d'importance à votre écriture. Oui, mais je veux dire, alors pas spécialement par des écrivains du voyage, même si, mes parents, j'aime énormément Stevenson, mais pas tellement d'ailleurs parce qu'il a beaucoup voyagé. J'aime Stevenson parce que c'est un homme profondément sympathique. Et j'aime Stevenson, déjà pour commencer, des récits d'aventure au XVIIIe siècle qui ne sont liés que très indirectement à ses voyages. Bon. Mais les premiers auteurs, je pense, j'ai beaucoup aimé Queneau, j'ai beaucoup aimé Michaud. Bon, certes, Michaud a voyagé, mais enfin, c'est pas, il ne serait pas arrivé aujourd'hui à Saint-Malo. Et j'ai beaucoup aimé. La question du voyage, considérée là tout de suite momentanément comme oui, comme je ne veux absolument pas faire de coup, alors oui. Lui, uniquement le voyage. Non, je vous dis comme influence, comme influence que j'identifie en dehors de Pierre Klosterman, je dirais donc Michaud, Queneau. Puis après des choses très banales, les deux monuments quand même de la littérature française du XXe siècle, que sont Céline et Proust, pas comme tout le monde, mais en plus, mais c'est pas. Mais je dirais d'ailleurs, quand je dis de Proust, quand on vous lit, on a l'impression que Flaubert a compté quand même. Oui, certainement, oui, bien sûr. Non, mais quand c'était de jour, je pense simplement à la période qu'on évoquait tout à l'heure, de la période militante. Je pense que les deux livres, alors qu'on était, il n'y avait pas vraiment d'interdiction de lire, enfin, disons qu'il fallait quand même mieux le faire en cachette, pour en capable de se montrer, les deux grands livres qui m'ont vraiment bouleversé à cette époque, et c'est très banal, c'est Le Voyage au bout de la nuit et Au-dessous du volcan. Donc voilà, et en même temps, je ne vois pas du tout en quoi j'ai suivi littérairement l'influence de la Connerie, par exemple. Jean, avant de parler de la langue que vous utilisez, de votre écriture, je me suis souvenu, en préparant cette rencontre, de cette citation que vous aviez dans Traverse, qui m'a toujours beaucoup plu. Vous parlez de cette variété de littérature américaine que je déteste, pleine de parties de pêche, de simplicité sexuelle, de trahison féminine, de virée entre copains, de bière bien fraîche et de foutu bon steak de 3 pouces au moins d'épaisseur. C'est vrai qu'on ne peut pas vous reprocher d'avoir fait ce type de littérature. Alors, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire ça. Dans mon travail, c'est quelque chose qui revenait de temps en temps en disant, puisque j'ai la prétention de défendre une littérature, et cette phrase a compté, c'est pour ça que je l'ai gardée en les mains. Alors ça, c'est une parenthèse. Maintenant, venons à votre écriture. Je trouve que votre écriture est une écriture qui, au fond, on peut la qualifier d'extrêmement classique, à la fois
dans son rythme, à la fois dans son vocabulaire, dans sa richesse lexicale, dans sa précision. C'est une écriture qui peut paraître assez austère, sévère, stricte, rigoureuse. Oui, certainement. De toute façon, j'essaie parfois, enfin non, je n'essaie pas, mais je pense qu'il y a quand même parfois aussi des choses marrantes dans ma manière d'écrire, je l'espère. Justement pour casser un peu cette solennité des grandes phrases avec de nombreuses circonstancielles, etc. Et d'autre part, la longueur des phrases, on ne savait pas. Bon, puis ça, c'est dû très probablement à l'influence relativement tardive d'ailleurs de Proust. Mais c'est pas dans un désir d'imiter Proust, c'est pas non plus pour faire joli que je fais des longues phrases, c'est parce que j'ai un désir, un souci de précision que je ne peux atteindre qu'à travers de longues phrases. Au niveau du vocabulaire, peut-être qu'on pourra atteindre le même résultat avec un tas de petites phrases. Au niveau du vocabulaire, vous êtes toujours extrêmement précis, mais vous n'êtes pas une personne qui a inventé, vous pouvez donner une couleur, par exemple, en cherchant le terme exact. Pierre Michon fait ça, vous n'êtes pas le seul, mais cette forme-là qu'on peut appeler classicisme finalement, vous le revendiquez. C'est-à-dire, par exemple, on remarquera qu'il n'y a pas d'anglicisme ni dans la forme ni dans le vocabulaire, qu'il y a une forme de rigueur, peut-être de respect de la langue française, de vouloir défendre la langue française. Je n'ai pas la volonté explicite de défendre la langue française, mais enfin, si je peux contribuer à la défendre, je m'en satisfais. Oui, je vous parle, je me surprends quand je vous parle de factures classiques. Oui, je pense qu'il y a des factures assez classiques, mais cela dit, si j'étais, j'ai le plus grand respect et même une certaine jalousie vis-à-vis des inventeurs de formes. Voilà, je pense qu'il vaut mieux écrire Ulysse, ou même écrire Le Voyage au bout de la nuit, que ce que j'écris. Si j'étais capable d'inventer une forme nouvelle, une langue nouvelle, etc., je le ferais volontiers, mais je ne savais pas dans les moyens. Et donc je me contente d'utiliser une langue en effet assez classique, en essayant parfois de lui faire des pieds de nez à ma propre langue. Faire un pied de nez à sa propre langue, c'est pas forcément très heureux. D'une certaine façon, vous avez, je dirais, pratiquement inventé une forme qui vous est faite propre. C'est quelque chose qui est entre le document et la fiction, qui est assez proche du journalisme et qui est surtout très très proche de la littérature. Là, il y a quelque chose qui est quand même assez typé Jean Rollin tout de même. Et plus le temps passe, plus c'est typé. Ben oui, j'espère, oui, bien sûr. Oui. Enfin, j'ai quand même écrit à la longue des choses assez différentes. J'ai écrit des choses en petit nombre d'ailleurs, mais qui sont totalement fictives. J'ai écrit des choses qui ne le sont pas du tout, des choses qui le sont un peu. Bon, et maintenant, je suis. Mais bon, j'aimerais bien. Quand vous dites j'ai écrit des choses qui sont pas du tout fictives, d'autres un peu, d'autres, etc., c'est justement là, sur cette frontière où c'est intéressant. Oui. Vous voyez, par exemple, là, on va se rapprocher du thème dont nous avons parlé, qui est le thème de la ville. Donc, en premier lieu de ces villes, il y a bien sûr Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est une ville que vous connaissez particulièrement bien et pour laquelle vous avez une certaine sympathie, je crois. En effet, oui. Voilà. Alors, donc, Clermont-Ferrand apparaît dans quelques-uns de vos livres, en particulier dans ce livre, Les événements. Alors, Les événements est clairement marqué roman. Ça se passe à une période où la France est en guerre, avec différentes factions. Et le personnage quitte Paris, traverse la France et se rend dans le sud. Donc, traversant la France, passe à Clermont-Ferrand et arrive à Clermont-Ferrand. Après plusieurs semaines d'affrontement, quelques mois auparavant, Clermont était resté, ou plutôt retourné, sous le contrôle de l'armée régulière, celle qui demeurait loyale au gouvernement établi désormais sur l'île de Noirmoutier. Donc vous voyez, par rapport à ce que disait Jean Rollin tout à l'heure, cette référence à la guerre, la résistance, etc., là, il y a des choses effectivement qui peuvent paraître assez drôles derrière. Donc il explique comment Clermont est organisé, et puis on avance, désormais fugitifs, Victoria et moi, nous sommes entrés dans Clermont-Ferrand par le sud, après de longs détours pour éviter les checkpoints que l'on nous avait signalés comme les moins fluides. Sur l'itinéraire que nous avons emprunté, il n'y avait
il n'y en avait aucun, excepté tout de même au niveau du confluent de la rue Montalembert avec le boulevard Winston Churchill, un barrage de fantaisie tenu par les membres. Alors, vous voyez cette précision au niveau de... Alors, les quelques chapitres sur Clermont, où les gens qui connaissent Clermont ici, vous vous déplacez, vous retrouvez exactement le plan. Et là, je trouve que c'est aussi, quand je parlais de Flaubert tout de suite, il y a une influence flaubertienne. Non? Oui, non, mais je pense qu'il y a, je ne pourrais pas la pointer dans des endroits précis, mais enfin, je pense qu'il y a peu d'auteurs sérieux, je veux dire, de ma génération, qui n'aient pas subi peu ou prou l'influence de Flaubert, bien sûr. Alors, je lis ces extraits d'une part pour vous montrer la précision topographique, et d'autre part pour vous dire que là, donc, nous sommes dans un roman, nous sommes dans une fiction, et le personnage avance et finit par rencontrer donc à ce fameux boulevard entre Montalembert et Winston Churchill, un barrage de fantaisie tenu par les membres d'un club de motards dont certains étaient affublés de masques d'Halloween. Le motard le plus cordial, même si tous l'étaient à des différents degrés, nous signalia que si nous avions, etc., etc. Donc là, suit un certain nombre de précisions, en particulier de précisions qui concernent la longue rampe montée sur pilotis qui, dans le prolongement du boulevard Claude Bernard, franchit un important dénivelé entre le quartier Saint-Jacques sur la hauteur et le centre de Clermont-Ferrand. Donc vous voyez quelle est cette rampe. Donc on avance, on est avec ces motards. Le personnage est en face des motards. Donc on parle de ce grand bâtiment d'une barre de logement longeant sur plusieurs centaines de mètres, la rue Henri Andro. Et alors, c'est là où on change. On est sur ce que je voulais vous amener à parler, c'est ce passage du documentaire à la fiction. Or, tout ce qu'on a là est extrêmement précis. Donc on est avec cette bande de motards, longeant sur plusieurs centaines de mètres la rue Henri Andro. Mais bon, ajouta-t-il, c'était un risque à prendre, et d'ailleurs les snipers ne faisaient mouche que très rarement. Et là, vous avez sur quelque chose qui est totalement descriptif, on décrit une situation, comme on peut en trouver dans Chrétien et dans beaucoup d'autres de vos romans, c'est-à-dire une ville en guerre. Et soudainement, on passe à autre chose quand ce motard dit « mais bon, ajouta-t-il, c'était un risque à prendre, etc. etc. » Donc là, dans le corps même du texte, on change de registre, et soudainement, on est dans le roman, le personnage apparaît. Et quand on est, par exemple, dans Chrétien, quand un autre personnage apparaît, il est cité entre guillemets, et il n'apparaît pas de cette façon. Vous voyez, il y a quelque chose d'une autre nature. Et je trouve que cette frontière en permanence sur laquelle vous jouez, là, est extrêmement intéressante. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Moi, j'en dis pas grand-chose, à vrai dire. Oui, enfin, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, c'est les événements, c'est de la fiction, puisque ça décrit une guerre civile en France qui, fort heureusement, n'a pas lieu et dont on peut espérer qu'elle n'aura jamais lieu. Mais c'est de la fiction, mais oui, facile avec des personnages fictifs d'ailleurs. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer des lieux familiers dans une situation qui, pour l'instant, ne l'est pas. Voilà. Mais ça, c'est un truc qui me vient, enfin, je pense que ça me vient très largement de la guerre en Bosnie, dans des endroits familiers, c'est-à-dire une ville européenne, des gens, des touristes, etc., devient tout d'un coup est au centre d'une guerre extrêmement brutale. À supposer qu'il y ait des guerres qui ne soient pas vraiment. Et c'est quelque chose qui va être durablement marqué. Et donc, j'ai transposé dans d'autres lieux. Et là, l'histoire de Clermont, c'est un peu ça. Les checkpoints, les snipers, voilà. Donc, il suffit, si je puis dire, de disposer ici et là quelques checkpoints, quelques snipers, de faire tourner quelques obus de mortier, etc., d'installer des réfugiés sous des tentes dans le jardin, de coq, et voilà, on y est. Oui, mais si vous voulez, là, vous faites intervenir subitement ce motard sympathique qui va vous parler d'une certaine manière, qui fait qu'on est dans le roman, et ce type de personnage ne va pas apparaître dans Chrétien ou dans d'autres livres. Là, vous êtes plus dans... oui. Donc, quand je vous parle de cette frontière, vous la travaillez forcément. Bien sûr, oui. Alors après, si vous voulez, sur le thème de la ville, des villes, vous en avez décrit énormément. Ce que je remarque très souvent, c'est qu'en fait, la ville que vous décrivez est le résultat de quelque chose.
Alors, d'une activité humaine, ça, bien sûr, mais aussi le résultat d'un conflit, d'une tension, c'est particulièrement net. C'est particulièrement net, j'ai retrouvé une description de Bethléem dans Chrétien, c'est particulièrement net. C'est-à-dire que la ville, ça n'est pas simplement un lieu où habiter, mais c'est aussi le témoignage de quelque chose. Ben, de toute façon, la ville est effectivement un lieu de conflit. Enfin, bon, la campagne aussi, à l'occasion. C'est quand même généralement dans les villes que les contradictions et les conflits sont les plus perceptibles. Bon, déjà, entre le centre, la périphérie, les différents quartiers, voilà, donc ça c'est quelque chose qui me paraît donner sous le sens. Mais quand Traverse, c'est un voyage en France où vous visitez un certain nombre de villes. Dans Terminal Frigo, ce sont des villes de bord de mer. Là, vous témoignez d'un ratage de quelque chose qu'on peut appeler un ratage économique, un ratage humain. Oui, ça c'est un trait qui est probablement la résultante à la fois de ma trajectoire militante et de ma trajectoire journalistique. Enfin, je suis effectivement sensible à ce genre de choses. C'est vrai que je m'intéresse. Oui, bon, pourquoi est-ce que je vais passer un mois à Bethléem? C'est en effet parce que c'est le lieu d'un conflit, c'est le lieu d'affrontement violent, déjà plus profondément d'un conflit, un conflit interminable dont on ne voit absolument pas l'issue. Oui, bien sûr, je suis même à Dunkerque, par exemple, ce qui m'intéresse à Dunkerque, c'est effectivement, enfin, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est le conflit extrêmement long et extrêmement douloureux, dramatique, parce qu'il a scindé des familles, comment dire, il passait à l'intérieur même des familles, etc. Autour d'un événement qui a peu marqué, j'imagine, un éclair notoire, mais qui est la réforme du statut des dockers. La réforme du statut des dockers a été un événement au sens strict dramatique. Non pas qu'elle n'ait pas été justifiée, je pense qu'elle l'était, mais bon, ça a été un événement absolument dramatique dans les ports. Et d'autant plus que ça a provoqué des clivages au sein même des familles. Bon, et à Dunkerque, ça a été des mentions particulièrement dramatiques. Donc c'est vrai que je me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé à ça aussi parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'activité portuaire, donc aux professions portuaires, donc aux luttes dans les ports sur le théâtre, etc. Et vous l'avez laissé entendre à mi-mot tout de suite, cette façon d'aller chercher effectivement cette forme de destruction, si on prend le paysage français, cette forme de destruction, il y a quand même derrière quelque chose qui est de l'ordre d'un regard politique. Oui, bien sûr, oui. Une analyse politique. Ben oui, c'est ce que je dois pas le dire. Oui. Et je pourquoi, oui, à Dunkerque, un tas de gens iront à Dunkerque, ils passeront aussi longtemps que moi et ne s'intéresseront par exemple au carnaval. C'est tout à fait justifié d'ailleurs. Moi, je me suis peu intéressé au carnaval parce que ce genre de manifestation ne m'emballe pas. Encore, c'est pas mal. Oui, bien sûr, oui. Non, mais j'ai vu le film du même nom, je le trouve très intéressant, etc. Mais ça n'est pas ça. Vous voyez, comme vous disiez que. Mais enfin, on n'a pas été malgré tout, même si je m'en suis certes éloigné de lui. On n'était pas des marxistes pour rire, si vous voulez, donc on n'a pas été marxiste pendant des années, si on n'a pas un peu le sens de la lutte des classes. Voilà. Non, mais je trouve que, voilà, on est bien. Alors, vous disiez que je n'avais pas souligné votre sens de l'humour, là. Non, attendez. Là, je vais faire je vais lire un petit passage, vous verrez, tout est regroupé, hein. Tout ce qu'on vient de dire est regroupé. On est dans le Nord, hein. Le journal du nord de la France. Le journal rapportait d'autre part 2 cambriolages dans des restaurants quick situés pour le premier à Froid et pour l'autre à Moulins-les-Metz. La nouvelle avait retenu mon attention sans plus, parce qu'à la longue, à force de traîner dans des lieux où il n'y a rien à voir, j'étais devenu presque un habitué de ces établissements qui se signalaient de loin à la nuit tombée par le scintillement rouge et blanc d'une majuscule incongrue. Je trimballais même dans mon sac une liasse de plus en plus épaisse d'offres de 2 triples suisses pour le prix d'un seul, offre qui impliquait nécessairement la consommation simultanée ou immédiatement consécutive des 2 articles et que le défaut de partenaire ou l'insuffisance de mon appétit ne m'avait pas permis jusqu'à présent d'honorer.
Je trouve que là, on a tout, on a la phrase longue, on a cette forme d'humour assez singulière, et on a effectivement ce paysage totalement dévasté, où il ne reste plus que les anciennes de Quick et de McDo qui sont là, c'est-à-dire en dernier témoin d'une humanité en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez vous. Oui, le paysage dévasté, ça n'est pas ce qui manque. Je ne parle même pas des paysages dont tout le monde voit qu'ils sont dévastés, sur des paysages dévastés par la guerre, par exemple. Les paysages dévastés par la modernité, par l'évolution. Oui, là, c'est plus le paysage dévasté, effectivement, par l'évolution, l'économie. En l'occurrence, en Lorraine, c'est bien sûr ce qui est toujours très frappant en Lorraine, c'est la désindustrialisation, et en particulier dans les villes auxquelles je m'intéressais, la disparition de la sidérurgie. En fait, il y a plusieurs façons d'envisager la dévastation du paysage. C'est vrai que désormais, je pense que je suis de plus en plus, soucieux, attentif aux questions qui relèvent de ce qu'on appelle en gros l'écologie. Je suis extrêmement frappé par parce qu'il me semble aussi qu'il y a eu enfin c'est pas qu'il me semble, il y a eu depuis 10, 15, 20 ans, et peut-être encore plus depuis 10 ans, une énorme accélération de la destruction de l'environnement, de la destruction des paysages. J'ai voyagé récemment au Moyen-Orient, dans des pays qui ont des problèmes certainement immédiatement beaucoup plus graves et beaucoup plus dramatiques. Et j'ai été extraordinairement frappé par la façon dont les paysages, qui dans un passé récent encore étaient absolument magnifiques, sont littéralement saccagés par exemple, par le développement absolument incontrôlable des déchets. Le fait qu'on ne sait absolument pas, qu'on ne maîtrise absolument pas la gestion des déchets. On fait croire qu'on la maîtrise, voilà, mais et c'est vrai que là, même si ça a l'air... Enfin, je ne sais pas si ça a l'air futile, en tout cas, à mon avis, ça ne l'est pas du tout. Le fait que le monde soit progressivement recouvert d'un film de matière plastique me paraît une chose extrêmement préoccupante. Et c'est pas seulement les océans. Dans les océans, les gens maintenant le savent parce qu'on leur montre des images de cet immense tourbillon de matière plastique qui serait grand comme la France ou deux fois la France. Mais c'est partout, c'est partout. Et vous parlez de... Je veux dire, au Liban, par exemple, il n'y a pas eu de rivière qui soit devenue un égout à ciel ouvert. Un égout à ciel ouvert, en dehors de toutes les substances toxiques que l'égout en question peut charrier, ça on ne les voit pas, mais ce qu'on voit, c'est des monceaux d'emballages, de bouteilles de plastique, etc., dont absolument personne ne sait que faire. Et on continue à fabriquer, non pas en nombre constant, mais en quantité régulièrement croissante, là, des genres d'articles qui vont alimenter cette spirale des océans, des rivières, etc. Oui, non, mais admettons qu'en France, on sait plus ou moins gérer les déchets. C'est d'ailleurs pas tout à fait sûr. En tout cas, certainement mieux au Liban. Et vous parliez de Nicolas Bouvier rapidement tout à l'heure. Effectivement, refaire le parcours de Nicolas Bouvier dans l'usage du monde, on le refait d'une certaine manière en le lisant, puisqu'on remonte au travers des paysages qu'il a traversés, les pays qu'il a traversés, et effectivement, on en arrive à ces constatations. Jean Rollin, je voudrais signaler que le livre qui vient de paraître s'appelle Le Traqué kurde, et qu'effectivement, on retrouve le traqué kurde étant un petit oiseau, qui est originaire du golfe Persique, dont un exemplaire a été aperçu sur le sommet du Puy de Dôme en 2015. Mais si vous voulez, à travers ça, on retrouve toutes les questions que Jean Rollin vient d'évoquer, plus cette question de l'environnement et de la destruction. Je vois que le temps passe très très vite. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean Rollin? Il y a un micro qui est à votre disposition. Parce que nous arrivons pratiquement, même si on a commencé un petit peu en retard, on n'a plus que 3 minutes là. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Jean Rollin? Oui? Non? Ah, là-haut, tout là-haut. Ah ben, bravo. Vous allez la faire courir. Merci. Ah, vous êtes fait usurper non? Oui. Donc oui, la question c'est celle-ci en fait. Je me souviens d'un passage de Chrétien dans lequel le narrateur, en l'occurrence Jean Rollin, s'interroge sur sa légitimité à faire ce qu'il fait.
c'est un peu une question paradoxale, parce qu'a priori, l'écrivain ne se connaît de personne que lui-même, ce qu'il va écrire, ce qu'il va faire, éventuellement des investigations qu'il va mener pour écrire. Mais dans les premières pages, parfois, le narrateur se dit mais qu'est-ce que je fais là? On voit que je suis mandaté ni par une ONG, ni par une institution quelconque. Et puis, c'est cette question de tarauder, et puis, vous en fait, j'en sais rien ce que je fais là. Et donc, il me semble qu'il y a là une question un peu souterraine, qui est celle de la légitimité du type de travail et de livre que vous écrivez, moi, un certain nombre de livres écrivés qui sont ce que j'appelle des littératures de terrain. Vous allez sur un terrain, vous produisez à partir de cela, mais qui n'est cautionné par aucune démarche scientifique, aucune institution, aucun projet défini par quelque autre que vous. Donc voilà, la question est celle-ci, c'est celle du sentiment de légitimité ou d'illégitimité que vous pouvez trouver dans ces démarches-là. Oui, mais c'est une question vaste pour le peu de temps qui nous reste. Mais je pense que je me posais la question à l'époque où je séjournais en Palestine pour écrire chrétien, pour différentes raisons. D'abord parce que j'avais déjà été dans les mêmes régions en tant que journaliste, et en tant que reporter, je m'avais reporter à journaliste, parce que journaliste, ça désigne quand même toutes sortes d'activités qui en fait n'ont pas grand-chose à voir. J'avais été en tant que reporter, et quand on fait du reportage, on a l'impression que sa présence est légitime, puisqu'on a l'impression, l'illusion d'être là pour témoigner. On vous envoie, vous rapportez ce que vous voyez. Et donc on peut même, dans certains cas, considérer que c'est une activité utile. Encore la question se pose, bien sûr. Et là, j'y étais, personne ne m'avait envoyé. C'est ce que je dis, et je me suis rendu compte en plus, à vrai dire, j'en étais un peu conscient avant, et c'était aussi certainement une chose qui m'attirait, mais que ma présence même très suspecte, elle était suspecte à un tas de choses, elle était suspecte, mais même, je veux dire, paradoxalement, alors que je m'intéressais aux chrétiens palestiniens, un tas des gens d'église, pas des Palestiniens, je précise, me disaient qu'est-ce que vous foutez là, parce qu'ils pensaient que s'intéresser aux chrétiens, c'était stigmatisant pour les musulmans, et ainsi de suite. Et de manière beaucoup plus, concrète, enfin concrète n'est pas le mot d'ailleurs, mais bon, j'ai quitté Bethléem. Bon, d'abord, c'est-à-dire, j'en avais un peu marre, j'y étais sous le couvre-feu. C'est bon, quand j'allais sortir, moi je pouvais sortir parce que j'avais une carte de presse. Je pouvais sortir en me faisant hurler dessus par les militaires israéliens qui me parlaient, on s'adressait à moi en plus, soit en arabe, soit en hébreu. Et comme je ne parle aucune de ces deux langues, je ne savais pas ce qu'ils voulaient. Bon, bref. Mais je suis parti surtout parce que un type avec qui j'étais assez copain, un Palestinien chrétien qui fabriquait comme énormément de gens à Bethléem des petits machins, des petits objets pour vendre aux touristes, et que je connaissais un peu, m'a dit un jour, me dit, mais quand est-ce que vous allez partir? Et j'ai dit, mais pourquoi rien de presse? Il me dit, ici maintenant, il ne faut plus que vous restiez ici. Et donc il commence à me dire, ce qui d'ailleurs ne me surprenait absolument pas, que le bruit commençait à courir, que j'étais un espion, et que, bon, c'est aussi un thème qui revient souvent dans mes livres, enfin plutôt de manière burlesque, mais cette possibilité d'être pris pour un espion, qui est généralement quelque chose de plutôt très embêtant, d'être pris pour un espion, et qui exceptionnellement peut être tout à fait flatteur. Je cite l'exemple des Kurdes d'Irak, qui eux me prenaient probablement pour un espion français, mais comme à l'époque les relations entre les militaires français et les Kurdes d'Irak étaient excellentes, ça ne me desservait pas du tout de passer pour un espion. En Palestine, c'était pas du tout la même chose. Ils me prenaient pour, enfin, des gens me prenaient, ou en vérité ne me prenaient sans doute pas, mais pour se débarrasser de moi, parce que je les faisais chier, bon, faisait mine de me prendre pour un espion israélien, et à partir du moment où c'est comme ça, il faut se barrer, quoi. Et là-dessus, je lui dis, bon, enfin, c'est ridicule, bon, ça fait un mois que je suis ici, les gens me connaissent, tout le monde sait très bien que je ne parle pas arabe, je sais ce que je peux espionner, bon, et il avait eu cette formule, enfin, un arabe ferait semblant de pas comprendre. Oui, bien sûr. Et à propos des... Oui, parce que là, c'est déjà un espion de haute voltige, qui arrive à tenir sa langue pendant un mois. Bon. Mais et donc, je dis, enfin, les espions israéliens, etc., ils ne sont pas comme moi. Bon. Ils ne se déguisent pas en écrivain français qui vient habiter chez les nonnes pendant un mois. Il me dit justement à propos, il dit « They dress even like nuns ». Ils s'habillent aussi en bonne sœur. Et ce qui en plus est exact, puisque je pense qu'il y a au moins une opération du Mossad, peut-être en Tunisie, où une
partie du commando était habillée en bonne sœur. Donc, pour revenir sur cette question de la légitimité, effectivement, elle se pose, mais je dirais presque en façon de conclure que ce qui légitime tout, par-delà les doutes, c'est l'œuvre, et il me semble que l'œuvre est magistrale et une des plus importantes qui a été écrite ces dernières années. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions à poser à Jean Rollin, comme nous sommes arrivés au terme de cet entretien, j'espère que vous avez appris des choses sur Jean Rollin et son œuvre. Peut-être qu'on pourrait terminer en l'applaudissant très fort. Merci beaucoup.